Ça va? J'ai pris une tasse de circonstance aujourd'hui. Non mais regardez comme elle est trop chou. Je l'aime trop cette tasse, elle est trop mignonne. C'est l'une d'entre vous qui me l'a offerte d'ailleurs. Faut que je me gaffe, je regarde, en fait j'ai la fenêtre qui est droit en face de moi. Vous aurez le reflet dans toute la vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau On My Shelf. Le concept est hyper simple. En gros, je vais sortir des chiffres de façon totalement aléatoire, et vous verrez à quel point ça va être aléatoire, entre le nombre d'étagères que j'ai, c'est-à-dire 26, toutes bibliothèques confondues bien sûr, et plus ou moins une trentaine de livres, on va dire, par étagère. Quand tout à coup ça va dépasser, hein, évidemment que là il n'y en a pas 30, tu vois, hop, je continuerai sur la prochaine jusqu'à arriver au chiffre voulu. Voilà. Alors le On My Shelf, c'est un concept qui existe depuis un paquet d'années sur le booktube, mais il a été complètement oublié. Hein. J'ai vaguement tenté de le remettre à la mode l'année dernière, c'est vrai que j'aurais pu peut-être éviter d'attendre 9 mois avant d'en refaire une, on aurait dit, tu sais... Comme si j'étais en train d'essayer d'enfanter le On My Shelf, quoi. Enfin, bref. En plus, là, les bibliothèques ont un petit peu changé d'organisation et tout. Je me dis, c'est le meilleur moment pour refaire un On My Shelf. Comme ça, on aura probablement des livres différents. Évidemment qu'il y en a qui sont arrivés, qui sont partis. Donc j'espère honnêtement ne pas retomber sur des livres que je vous ai déjà présentés dans la vidéo de l'année dernière. Et normalement, c'est une vidéo qui devrait revenir un petit peu plus régulièrement que tous les 9 mois. Voilà. Je sais pas si j'aurai un peu chaud au bout d'un moment. Peut-être enlever mon pull, je ne sais pas. Ce que j'adore avec ce concept, c'est de pouvoir vous présenter des livres qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. C'est pas que je viens de les lire, c'est pas qu'ils vont dans un thème ensemble. Non, non, rien ne se suit dans cette vidéo, et c'est ça qui est cool, c'est que tu vas venir aller piocher des bouquins, et d'un côté, c'est un petit peu ce qui façonne aussi la lectrice ou le lecteur qu'on est, c'est d'un peu voir tous les livres qu'on a chez nous, avec quels autres livres ils cohabitent finalement, tu vois. Est-ce que les voisins, il y a des bonnes ententes de voisinage, ou est-ce qu'il y en a, ils peuvent pas se blairer? On ne sait pas. On ne sait pas. Avant de commencer à sortir des chiffres de façon totalement aléatoire, laissez-moi vous présenter le partenaire de la vidéo du jour, l'application 100% de lecture Nextory. Nextory, c'est l'appli chouchou de mon téléphone. C'est celle qui se met en marche automatiquement quand j'entre dans ma voiture. Vraiment, elle sait que je suis en train d'écouter un livre, donc bam, elle continue là où je m'étais arrêtée. Parce que oui, sur Nextory, vous avez des livres audio. Pas que, bien évidemment, il y a aussi énormément d'e-books numériques, de BD, de presse, et ça c'est en illimité. Le livre audio, c'est un petit peu différent, vous avez 15 heures de crédit audio par tranche de 30 jours dans l'abonnement de base, celui que je vais vous permettre de tester gratuitement en cliquant avec le lien. Non, tu peux pas cliquer sur ce lien là, mais dans la barre d'infos, il est en lien cliquable et tu peux directement aller tester Nextory grâce à ces 60 jours offerts. Et 60 jours, c'est trop cool. Pourquoi? Parce que comme ça, tu vas pouvoir tester 15 heures d'écoute les 30 premiers jours et 15 heures d'écoute les 30 prochains jours. Donc évidemment, vous l'aurez vu, je suis une amoureuse du livre papier, mais alors qu'est-ce que c'est pratique d'avoir Nextory sur soi à tout. On sait jamais. Là, avant, j'étais en train d'attendre pour un truc, c'était un petit peu pressant et tout, j'avais rien pris avec moi, vraiment juste porte-monnaie, téléphone, bim, c'est tout. Et ben les 10 minutes d'attente que j'ai eu à faire, ben n'empêche, rentabilisé, j'ai été un petit peu farfouillée sur Nextory, je me suis fait une nouvelle wishlist, j'ai commencé un livre de façon numérique pour voir si les premiers chapitres pouvaient me plaire. Donc moi, vous l'aurez compris, ça fait des années maintenant que je les ai adoptés. Qu'est-ce que vous attendez ? Le meilleur moyen, c'est de tester, et à chaque fois qu'un livre sera disponible sur Nextory que je vais vous présenter dans ma bibliothèque, je vous mettrai bien évidemment la petite mention à l'écran, et je vous mettrai aussi la mention en barre d'infos, parce que tous les livres seront mentionnés en barre d'infos, et comme ça, ce sera beaucoup plus facile pour vous de les retrouver, et de peut-être aller lire les premiers chapitres grâce à Nextory. Donc je les remercie de toujours me faire confiance, et c'est parti pour des livres aléatoires dans ma bibliothèque. Merci. 10 et 5. 10 et 5 ? Ok. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10. Je vais prendre un petit schluck de café. Voilà. Voilà, je suis là, moi. Donc, vous l'aurez peut-être compris, c'est Alice qui va me sortir des chiffres de façon totalement aléatoire à chaque fois. Donc t'as compris, hein? Oui. Entre 1 et 26, et entre 1 et 30 à chaque fois. Top. On est parti sur le 10 et le 5, donc 10e étagère, 5e livre. Il s'agissait du tome 2 de la version BD de The Mortal Instruments. Et ça fait longtemps que j'ai pas parlé de cette série, que j'aime beaucoup, donc je suis très contente de pouvoir vous en parler, en plus avec la version un peu comics comme ça, que j'ai vraiment trouvé très chouette. D'ailleurs, PKJ, c'est quand vous voulez pour la suite. Hein. J'attends. Voilà. Parce qu'en gros, on a eu 1, 2,
3-4 qui nous font donc les 2 premiers volumes papier, et évidemment que j'attends 5-6 pour finir la première trilogie pour moi que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une série d'ailleurs que je me réjouis que tu lises un jour quand tu seras plus grande, parce que vraiment je l'ai trouvé trop cool. Je pense que je vais me passer de résumé pour The Mortal Instruments parce que c'est une série qui quand même est hyper connue, donc des chasseurs d'ombre qui chassent à la fois des démons, mais il y a tout un penchant aussi très angélique là-dedans, et nous notre héroïne ne sait pas qu'elle fait partie des chasseurs d'ombre, et elle va le découvrir, et elle va partir à l'aventure avec plein de personnages hyper charismatiques qu'on aime beaucoup, et j'aime énormément les dessins voilà, de cette adaptation BD. Mortal Instruments, le tome 2 en version BD, merci ma puce. 18 et 15. 18 et 15, donc là on était à 10, 15, oh non c'est trop chou. Tu sais ce que c'est? Ça aussi c'est une BD, décidément tu cherches que des BD. C'est une BD aussi, ça tu pourrais presque déjà commencer à la lire maintenant. Ça s'appelle Lou. Oh Lou. Lou, c'est l'histoire d'une petite fille qui adore inventer des histoires et qui vit toute seule avec sa maman et son chat. Son chat d'ailleurs, regarde, il ressemble un peu à Ajax, hein, oui. le chat de Marcel Adèle. Tout gris. Oui, il est tout gris. Mais Ajax aussi, il est tout gris, non? Non, il est au violet. Ah oui, pardon, il est violet, c'est juste. Il est violet comme le pull. Ouais, c'est vrai. Et donc Lou, elle doit un petit peu des fois se battre avec sa maman qui a une imagination aussi débordante et qui est des fois plus copine que maman. Et c'est toute ma jeunesse parce que le premier tome il est sorti en 2004. Moi j'avais 14 ans quand le premier tome de Lou il est sorti. Oh, trop cool. Je pense que je suis pas la seule à qui ça rappelle énormément de souvenirs. Je me souviens qu'il y avait eu un dessin animé, il y a eu un film, une adaptation film de Lou qui était vraiment pas mal. La suite, j'ai un petit peu eu plus de peine quand elle est plus grande. Les dessins aussi de Julien Nils étaient un petit peu différents, ont été chercher autre chose. Mais je dirais que les 5 premiers, en tout cas, les 4-5 premiers valent vraiment la peine. Si vous avez des jeunes dans votre entourage, ben tiens, d'ailleurs, je te le donne. Merci. Et tu lis le premier, on dit pas tout aujourd'hui, mais... D'accord, ça te va? Journal infime. Le journal infime, au lieu de journal intime, tu comprends? Bah 26. 26, ok, d'accord. Et puis entre 1 et 30. Mon choix se porte sur 13. 13, ok, d'accord, ça c'est là-bas. 26 et 13. Donc c'est rigolo, c'est un livre que Vincent a pris pour Alice à la bibliothèque, alors que je me rends compte qu'on l'a déjà, parce que j'avais complètement oublié que j'avais ce livre dans ma bibliothèque. Il s'agit du Petit Prince. Un classique de toute bibliothèque, mais je pense que je vais peut-être en décevoir plus d'un. J'avoue ne pas du tout faire partie des gens qui ont aimé Le Petit Prince. Je peux pas te dire un livre qui a changé ma vision du monde, de la vie, de la lecture, que j'ai lu quand j'étais gamine, parce qu'en plus je ne l'ai pas lu en étant enfant. C'est peut-être aussi ça qui a fait que ça m'a pas... Vincent, je sais que ça fait partie des livres qu'il a adoré, par exemple. Il a beaucoup aimé Le Petit Prince. Moi j'ai découvert beaucoup plus tard, je l'ai acheté, j'avais déjà passé la vingtaine, je l'ai lu, j'en avais peut-être même encore un peu plus. Je suis donc radicalement passée à côté du Petit Prince. Désolée, hein, Antoine. Antoine. C'est l'auteur, Antoine de Saint-Exupéry. Ah, Donc, 2. 2, ok. Et ensuite, là, on va dire un peu moins aussi, entre 1 et 15, je pense. 1 et 15. Ou 1 et 30, comme tu veux, sinon je continue après, c'est pas grave. Ce sera mon futur à présent, mon chemin face au vent. 1 et 30. 15. 15 de nouveau. Oui. Ok. C'est un livre que tu aimes? Bah, c'est un livre que j'ai lu en tout cas, parce que des fois il y a des livres que j'ai pas encore lus, tu vois. On est sur le tome 2, donc fin de duologie pour la saison du chaos, les saisons du chaos, de El Cosimano. C'était un des premiers titres, je crois, chez De Saxus que j'avais lu. Quand je venais d'arriver chez Interforum, il y avait le premier tome qui venait de sortir pas longtemps après. Écoutez, c'était une bonne surprise. J'avais bien aimé, la fin m'a un peu moins plu que le début, mais j'ai adoré cette histoire qui met en scène et qui personnifie les saisons, c'est-à-dire que chaque saison est quelqu'un, voilà, à travers le monde. Donc il y en a plein, il y a beaucoup d'hiver, il y a beaucoup de printemps, etc. Et à chaque fois, l'hiver se fait tuer par le printemps se fait tuer par l'été se fait tuer par l'automne, etc. Et c'est un peu leur cycle à eux, sauf qu'un jour on va découvrir 2 personnages, l'hiver et le printemps, qui tombent amoureux et qui ne veulent pas continuer à entrer dans cette spirale de sacrifier à chaque fois l'autre pour pouvoir prendre sa place. Donc ils essayent un petit peu de casser ce cycle-là, et évidemment ça va entraîner des conséquences dramatiques mondiales, parce que y a pas que eux que ça concerne le monde entier. C'était intéressant, vraiment j'ai passé un bon moment, mais je trouve qu'au bout d'un moment l'autrice s'embrouille un petit peu dans ses descriptions et dans son univers qui pourtant était vraiment une super bonne idée. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
La 7e. 7e, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien Tu sais ce que c'est? Oui. C'est pour ça que tu l'as choisi? C'est le Harry Potter 7. C'est le Harry Potter 7 mais en anglais. Oui. Voilà, que j'avais acheté il y a très longtemps. Je crois que ces éditions en anglais, je suis pas sûre qu'elles existent encore. J'avais craqué pour celle-ci parce que c'était les nouvelles couvertures à l'époque. Voilà, je pense qu'on n'entre pas dans les détails avec Harry Potter. 21 21, ok. et 30. Ok, c'était le dernier de l'étagère, bien joué ma puce. Donc 21 et 30, c'était dans la pochothèque. Et on est tombé sur un titre que j'ai beaucoup aimé l'année dernière, l'été dernier. C'est Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid. Le nouveau d'ailleurs chez 10-18 arrive là, je crois au mois de juin. Et je suis hyper impatiente de le lire parce que j'adore cette autrice depuis que j'ai découvert la série. Parce que j'ai pas lu le livre, mais bon, à un moment donné il faut se rendre compte qu'on ne peut pas tout lire. Daisy Jones and the Six, que j'ai ensuite lu Les Sept Maris d'Evelyn Hugo et que j'ai lu Les Sirènes de Malibu, qui vous le voyez en plus j'ai mis des petits post-it, ça veut dire que voilà, il y a vraiment des choses qui m'ont beaucoup plu. Dans Les Sirènes de Malibu, vous allez vraiment retrouver pour moi cette ambiance si vous cherchez un titre pour cet été qui vous emporte un peu dans ces plages californiennes des années 80. Donc il y a vraiment une sorte de, je sais pas, de flegme qui se déroule, les gens, le temps est limite à l'arrêt. Il se passe plein de choses et on est à une fête qu'une fratrie de 2 filles et 2 garçons organise chaque année dans la grande maison de leur grande sœur. Et à un moment donné, il va y avoir un feu. Et à partir de cet événement-là, on va commencer gentiment à retourner en arrière, reparler de leur enfance aussi, qui n'a pas été de tout repos, hyper gai toujours, mais ils ont toujours réussi à s'en sortir. Puis leur adolescence, leurs premières années en tant que jeune adulte. J'ai beaucoup aimé, il y a plein de jolis messages encore une fois, et je trouve surtout que cette autrice a un talent pour raconter des histoires où il se passe finalement pas grand chose, mais tu te laisses complètement embarquer à travers ces personnages, et pour moi ça a été un grand oui pour Les Sirènes de Malibu. 4 et 12. 4 et 12. 1, 2, 3, 4. C'est celui-là que je voulais. T'as compté exprès. Oui. Donc tu fais pas du tout de façon aléatoire, toi, tu regardes. Oui, Elle a trouvé le 3e tome de la série de Anne, donc de Lucy Maud Montgomery, Anne de Redmond, qui était encore, je me souviens, un des tomes les plus jolis de Anne. Après, je trouve que ça perd un petit peu de sa saveur. Anne grandit et devient peut-être un peu trop adulte par rapport à, je trouve, ces années d'enfance qui sont toujours super intéressantes, touchantes, que j'aime beaucoup. Mais la série des Anne a jamais dans ma bibliothèque. En plus, dans ces merveilleuses éditions chez Monsieur Toussaint l'ouverture, ça vaut la peine de les avoir. Étagère 16. Combienième livre 16. 16 aussi. 16 et 16, ok. Très bon choix, madame, très bon choix. Alors c'est un livre dont j'ai parlé il y a pas très longtemps, mais c'est pas grave, parce que on parle jamais assez des très bons livres. Non, des très bons livres, c'est encore mieux. Quand on peut parler souvent des très bons livres, c'est encore mieux, tu crois pas? Parce que là, c'est un très bon livre. Là, c'est un très bon livre. C'est un livre aussi, quand tu seras un peu plus grande, j'espère que tu le liras, tu vois. Il y a des livres que je garde dans ma... Hein? J'ai fait un bol. J'ai fait au bol, t'as fait au bol. Tu vois, il y a des livres que je garde dans ma bibliothèque exprès pour me dire un jour, peut-être qu'Alice, elle les lira. Oui. Et j'espère qu'un jour, ma fille, tu liras La brillante destinée d'Elizabeth Stott. Je me passe un petit peu de commentaires sur celui-ci et de résumés surtout parce que je voulais présenter dans ma sélection idéale et ultime des lectures printanières juste parce que j'avais envie de vous le représenter. Coup de chance, il est tiré au sort dans ce On My Shelf aujourd'hui. C'est un livre que j'ai adoré. Enfin, encore une fois, oui, il y a des post-it, donc vraiment, ça veut dire que ça a été un immense... une très bonne lecture quand ça commence comme ça. Au final, ça a été un immense coup de cœur. J'ai adoré La brillante destinée d'Elizabeth Stott. Si vous n'avez pas l'occasion de lire le livre, parce que vous dites quand même il est assez gros et tout, je peux comprendre. Sachez qu'il existe une série télé avec Brie Larson dans le rôle d'Elizabeth Stott qui est vraiment très très bonne aussi, qu'on a beaucoup aimé découvrir avec ma maman parce qu'on avait lu le livre toutes les deux. Mais le livre... Voilà, c'est cette histoire de femme chimiste scientifique dans les années 60 qui malheureusement ne va pas avoir beaucoup de chance et qui va devoir se battre pour faire entendre sa voix. 15 et 17. 15 et 17, donc c'est un étagère au-dessus. On change d'ambiance. Il est tout doré. Il est tout doré. T'as vu, t'as bien choisi, hein? T'as vu comme il brille? Oui. C'est un livre de quoi, là, comme ça, tu dirais? De Noël. De Noël, évidemment. Déjà, je vois le mot Noël et Père Noël. Et là, le titre, c'est quoi? La nuit où j'ai rencontré le Père Noël.
La nuit où j'ai rencontré le Père Noël de Ben Miller, qui est un auteur de livres pour enfants, il en fait quand même pas mal. Celui-ci je l'avais lu donc lors de ma sélection de Noël de l'année dernière, qui était très mignon. C'est un mélange un peu entre... c'est une réécriture de Scrooge, de Charles Dickens, donc un chant de Noël, et l'auteur y apporte sa propre patte avec un peu son intrigue, il change évidemment 2-3 choses, et on va rencontrer un petit garçon qui va vraiment faire la nuit de Noël avec le Père Noël, et c'était super sympa. Celui-ci, je pense qu'à partir de 10-11 ans, vous pouvez le confier à vos enfants ou aux enfants dans votre entourage, parce que vraiment il est très chouette et il est assez facile à lire. Prochain étagère et prochain livre. Je t'écoute. 5 et 15. Encore 15, t'aimes bien le 15 toi, hein. Les... Tu choisis des beaux livres toi, hein. Un Noël à... C'est en anglais ça. Bleak Hill Castle. Un Noël à Bleak Hill Castle, c'est de Laetitia Arnoux. Je l'avais acheté sur le shop, donc la boutique de sa maison d'édition, Twinkle Édition. Regardez-moi ces livres, ils sont tellement beaux. Oh là là. Donc c'était un livre de Noël que je me réjouissais de lire de l'autrice. Elle nous promet un voyage de Noël en pleine époque victorienne et c'est exactement ce qu'on va avoir. Petit bémol pour ma part, je trouve que la romance à un moment donné prend vraiment énormément de place. Alors qu'il y aurait eu moyen d'avoir un peu d'autres histoires avec les personnages dans cet immense manoir, avec la neige, tout ça. Mais franchement, l'ambiance était là, c'était très chouette, c'était très beau, mais peut-être un petit peu longuet au final. Étagère 24. Livre. Livre 19. Avec le 24 et le 19, on est tombé sur le dernier tome de la série, en 6 volumes quand même, de L'Orpheline des Neiges de Marie-Bernadette Dupuis. L'Orpheline des Neiges, ça a été pour moi une découverte à une certaine époque de ma vie de lectrice. C'était toutes ces péripéties de saga familiale sur des volumes et des volumes avec des tomes comme ça épais à chaque fois. J'ai adoré. Je dirais 2-3 premiers volumes de cette série vraiment étaient incroyables. Je pense après que ce qui s'est passé, c'est que je me suis un petit peu lassée des péripéties et du côté vraiment très dramatique des vies entre Hermine, sa famille, son mari, la vie qu'il mène finalement. On est vraiment dans des trucs très... on a un peu l'impression de regarder une telenovela mais québécoise quoi en fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça prend vraiment des grandes proportions, tout est immensément dramatique, etc. Donc aujourd'hui je pense que c'est une série dont je pourrais aisément me passer. Parce que c'est bon, j'ai donné. Voilà. D'ailleurs, je crois que l'une d'entre vous m'avait demandé il y a pas très longtemps si je comptais lire d'autres titres de Marie-Bernadette Dupuis, donc l'autrice de cette série-là. J'avais essayé d'en lire d'autres, parce que d'ailleurs, il y en a sur Nextory si vous avez envie d'essayer. Et j'ai pas réussi à rentrer dedans. Ça me portait plus autant qu'avant, et je me dis juste qu'au bout d'un moment, tu grandis en tant que lectrice, et il y a des choses qui ne t'intéressent plus trop. Voilà. J'avais fait toute une vidéo avec mes meilleures sagas familiales dedans, et il en fait partie, parce que, mine de rien, il m'a quand même accompagnée sur une période assez longue de ma vie de lectrice. Étagère 20. Livre 18. C'est encore un livre de... Noël. En plein mois de mai. C'est le 3e titre de Noël qu'on nous fait. Allez. Noël, Avalanche et Hésitation de Rose Mia, qui avait été franchement une de mes meilleures lectures noëlesques de l'année où je l'ai lu, parce que les romances chez Hugo Roman, les romances de Noël de chez Hugo, souvent je suis attirée par le titre, la couve et tout, je me dis « Ah ouais, ça a l'air trop sympa et tout et tout ». Bon, depuis, j'y vais un petit peu à reculons, parce que j'en ai quand même lu quelques-unes où j'ai été pas mal déçue. Souvent les romances sont trop longues, ça prend trop de temps à se mettre en place. Et moi, un pavé de romance qui dure 500 pages... J'en peux plus. Je crois qu'on... Marine disait ça dans une de ses dernières vidéos aussi. On dit les romances qui sont trop longues, c'est chiant au bout d'un moment. Nous, on a compris le truc. Vous vous mettez ensemble et c'est bon. Il n'y a pas besoin de faire... Voilà. Et donc celle-ci, elle est bien parce qu'elle fait 350 pages. C'est largement suffisant pour qu'on capte. On n'est pas bête non plus. Je vous dis le résumé. Les deux se retrouvent dans un magasin de... je sais plus, de station, un peu, tu vois, alpine, etc. C'est le 24 décembre ou le 23. Boum, grosse avalanche, le magasin est coupé du monde, ils sont coincés dans le magasin, plus que tous les deux. Voilà, parce que je crois que le gars qui tient le magasin, il avait réussi à sortir, enfin bref. Donc ils vont passer un temps ensemble en huis clos, ils s'entendent pas très bien, on est sur un joli enemies to lover quand même, hein, donc de ennemi à amant. Et donc tu sais, je veux dire, il y a une finalité dans chaque romance, ils vont finir ensemble. Il n'y a pas 36 mystères à faire là autour non plus, tu vois. Donc 350 pages pour nous planter le décor, avec l'avalanche, le magasin, le huis clos, etc., c'est amplement suffisant. Et Rose Mia, elle l'a fait à la perfection. C'est drôle, c'est couru d'avance, oui,
Mais justement, comme elle sait que c'est couru d'avance, elle va réussir à te donner le ton humoristique qu'on attend. Un petit peu de drame, bien sûr, de l'amour à foison, et du coup ça fait le job. Donc merci encore Rosemia pour cette romance de Noël que j'ai vraiment aimée, ce qui fait qu'elle est toujours dans ma bibliothèque encore aujourd'hui. Prochain, 12 et 12. 12 et 12. Donc 12 et 12, ah c'est un livre que t'as lu. Harry Potter 2. Les illustrés, Harry Potter et la Chambre des Secrets. Cette fois en français. Oui, en français. 2 et 12. 2 et 12. Donc 2, on est là. Le familier, Leigh Bardugo. Je vous en ai parlé dans le dernier vlog, donc je m'étale pas non plus parce que c'est le dernier que j'ai lu de l'autrice, qui était vraiment très bien. Si vous aimez la plume de Leigh Bardugo, vous allez aimer celui-ci. On est au XVIe siècle en Espagne, et alors Lucia fait des petits miracles. Le problème, c'est que sa maîtresse de maison a un petit peu compris le stratagème et commence à la sortir à des dîners pour qu'elle fasse ses petits tours de passe-passe, ses petits miracles à table. Plus ça va aller, plus elles vont attirer l'attention évidemment sur le don de Lucia, et un homme qui veut rentrer à nouveau dans les bonnes grâces du roi d'Espagne prend Lucia sous son aile pour la faire concourir à un concours de miracles, on pourrait appeler ça comme ça, histoire que le roi choisisse sa prochaine pupille qui peut créer des miracles. Donc Lucia va se retrouver mêlée à un panier de crabes absolument énorme, avec d'autres concurrents qui savent aussi faire des petits miracles, certains des un peu plus grands que d'autres font carrément semblant, et elle se retrouve là au milieu alors qu'elle a rien demandé à personne, et ça va gentiment tourner au vinaigre, plus ça va aller loin dans le concours. Ce que j'adore avec Leigh Bardugo, c'est que vraiment, elle te sort des trucs avec des univers où tu te dis mais qui va s'intéresser à ça? Et au final c'est super intéressant. C'est super bien foutu, j'ai adoré les personnages. Faut un peu de temps avant de se mettre dedans, mais encore une fois, quand tu passes les 100 pages, après c'est bon. T'es embarqué, t'as envie de savoir ce qui va leur arriver. Et jusqu'au bout, vraiment, enfin j'ai eu un petit... jusqu'à la fin, parce que elle ménage pas ses persos, quoi. Ah franchement, elle est pas sympa avec, hein. Purée. Bon, ça on savait déjà qu'elle était pas gentille avec ses personnages. Hein. 13. Oui. 13e étagère. Oui. Et 20. 20. On est tombé sur Ashes Falling for the Sky de ma chère amie Nin Gorman et son co-auteur Mathieu Guibé. Titre que j'ai jamais lu, je crois, en papier, parce que je me souviens encore quand je l'ai lu, c'est quand elle l'avait déjà publié sur Wattpad, et j'étais en train de faire une de mes séances de tatou de la manchette que j'ai là. C'était mes premiers tatouages de bras que j'ai ici. Et je me souviens être sur la chaise du tatoueur et j'étais là, merde, j'ai rien pris avec, le tatoueur c'est pas ma tatoueuse que j'ai aujourd'hui, donc avec qui je fais que parler pendant des heures pendant qu'elle me tatoue. Non, là il fallait que j'ai un truc à faire et bah t'as qu'une seule main, donc c'était pas hyper pratique. Du coup j'avais dégainé Wattpad que j'avais encore sur mon téléphone à l'époque et je me dis ah mais Nin est en train de publier, enfin elle est en train d'écrire chapitre par chapitre avec Mathieu leur histoire, je vais aller la lire. Je crois que j'ai bouffé tout le premier tome de Ashes comme ça. Directement sur Wattpad, en train de regarder les trucs, et tout pendant mes séances de tatouage. C'était parfait. Est-ce que vous avez besoin d'un résumé pour Ashes? Allez, j'en fais vite un petit. Donc lui, c'est un petit peu un petit rebelle de l'université. Elle débarque fraîchement. Elle a un petit peu... Elle sait pas trop quoi faire. Ça peut faire un peu penser à After quand même au départ. Bien que je les ai pas lus, mais je sais le résumé d'After. Je crois que elle, à un moment donné aussi, elle se lance dans un jeu avec lui. En gros, elle tombera pas amoureuse, c'est juste pour jouer, mais on sait tous comment ça finit ce genre de jeu, ça se finit jamais très très bien, et bien évidemment qu'il va y avoir des choses, mais les personnages de Nin, enfin, j'ai toujours eu cette affection particulière, notamment pour Ashes, c'est que j'adore ces personnages. Voilà, je pense que c'est une des seules personnes qui peut écrire des personnages torturés, et je serais ok qu'elle ait écrit des personnages torturés, parce que chez les autres en général, ça m'énerve, je suis là genre... c'est bon, j'en ai marre d'avoir tout le temps des persos torturés qui ont une vie horrible. Chez Nin, je trouve, je sais pas, il y a un truc où je lui laisse plus le ok, fais-le, et on verra bien où tu vas me mener, parce qu'en général, elle décide de broyer mon cœur pour me le redonner après, limite en s'excusant, quoi, tu vois. Donc, je sais qu'elle le fait bien, et le duo avec Mathieu là-dessus est juste parfait, voilà. Le dernier. Le dernier, ouais, ok, on fait un petit dernier. On en a présenté pas mal, là, déjà. 23 et 4. 23 et 4, ok. Très bon choix, ma chérie, pour le dernier. Vraiment très très bon choix. Pourquoi? Parce que c'est un livre que j'ai adoré. T'as mis des post-it? Non, j'ai pas... Alors, pas sur celui-là, parce que tu vois, c'est un thriller. Donc c'est un livre avec du suspense, il y a une enquête. Donc moi, quand il y a une enquête, j'ai pas le temps de mettre des post-it. Parce que tu sais comment j'ai lu ce livre? J'ai lu le livre comme ça. À la fin, j'étais comme ça. On est tombé sur Complot de Nicolas Meuglé.
Alors c'est le tome 2, je crois que c'est le seul d'ailleurs que j'ai encore dans ma bibliothèque. Le premier c'est le cri, le deuxième c'est le complot, et le dernier c'est l'île du diable de cette trilogie-là. Après il a d'autres trilogies, il a d'autres héroïnes, mais là on est avec Sarah Geringan qui va mener l'enquête sur un meurtre qui a lieu dans une maison d'une politicienne en Norvège, et ça va donner lieu à... Voilà, on va trouver des tours de passe-passe, je crois qu'à un moment donné, souvent ils voyagent hein, chez Nicolas Beuglé, on va partir de Norvège, on va aller jusqu'au Vatican, on va passer par différents pays, et je pense que de tous les Nicolas Beuglé que j'ai pu lire, et je les ai quasi tous lus, il me manque le dernier, je crois, que j'ai un peu lâché l'affaire parce que la deuxième trilogie m'a un peu moins plu. C'est mon préféré. Je l'ai trouvé incroyable, il m'a mise en colère. Ah purée, mais j'étais tellement énervée à la fin de ce livre, mais de la bonne façon. Vous voyez ce que je veux dire? T'es énervée, mais t'es... voilà, t'as envie que tout le monde le lise, t'as envie que tout le monde tombe dedans également. Ce que j'adore avec lui, c'est qu'il va aller choper un sujet de société et il va en faire une intrigue. Mais pas juste une petite intrigue. Il va vraiment te donner cette envie d'aller décortiquer certaines choses. Et qui vont encore plus te foutre les nerfs, certes, mais là c'est exactement ce que m'a fait celui-ci. Et s'il vous plaît, la maison d'édition de Nicolas Beuglé, laissez-lui le temps d'écrire. Parce que quand il a le temps, il fait des trucs incroyables. Et j'ai l'impression que s'il est un petit peu pressé par son éditeur à dire quand est-ce que tu sors le prochain, quand c'est peut-être moins bon, parce qu'il est peut-être un peu mis sous pression, parce que j'en sais rien, hein. Moi je suis pas éditrice, j'y connais rien, mais je vois à quelle fréquence et cadence sortent les Nicolas Beuglé, vraiment quasi constamment un par année. Je me dis des fois, est-ce que ce serait pas un peu trop rapide? Parce que pour te pondre des machins comme ça, qui des fois sont même un peu plus gros, il faut laisser au monsieur le temps de trouver son intrigue, poser ses persos, tout ça. Il fait quand même pas mal de recherches aussi pour que ça ait du sens avec le sujet qu'il veut traiter. Donc voilà, vraiment, laissez-le écrire, même si on doit attendre à chaque fois 2 ans au pire, c'est pas grave. Moi vraiment, je préfère attendre 2 ans, mais avoir un super bon bouquin, que d'attendre que 1 année, mais avoir un truc qui est un peu bâclé, comme j'ai eu l'impression que l'île du diable, donc le 3e de cette série-là, était totalement bâclé. Je n'ai pas du tout aimé l'île du diable, alors que les 2 premiers, le cri et le complot, sont parmi mes favoris de l'auteur, parce que je les trouve géniaux. Les intrigues sont folles, il va fouiller, il te fait un truc vraiment hyper dense, alors que dans les autres, je trouve que ça s'allège vachement. Voilà, donc si vous ne deviez lire que 2 Nicolas Beuglé, vous lisez le cri et le complot, et vous aurez les meilleurs de l'auteur, selon moi. Encore une fois, voilà. Et celui-ci, c'est vraiment le meilleur. On est bon? Allez, un petit dernier. Un petit dernier? Allez. T'as envie? T'as calculé lequel tu voulais? Ou pas? Je veux juste qu'on voie un livre, mais après... Dis-moi, au C'est comme pire. ça. Montre-moi. Tu voudrais que je présente lequel? Il y en a un, là, que t'as vu, qui te fait envie. Ok. Montre-moi lequel. Lui? Oui. Pourquoi? Parce que j'aime bien le dos, là, et puis j'aimerais bien qu'on sache de quoi ça parle. Ah, Ça a l'air intéressant. D'accord, ok. Ça a l'air cool. Donc, elle a sorti Légende et Laté. C'est trop marrant parce que j'arrête pas de vous en parler en ce moment. Parce que j'ai lu La Petite Boutique des Sortilèges dernièrement. Les 2 sont de la cozy fantasy, donc cette fantasy très calme, où il ne se passe pas grand chose, où les personnages ne mettent pas leur vie en danger à tous les croisements de chemin. C'est un genre de la fantasy que j'ai commencé à apprécier de plus en plus grâce à certains titres. Malheureusement pour moi, Légende et Laté n'a pas réussi à me convaincre plus que ça. Par contre, dans le même genre, un petit peu, j'ai vraiment nettement préféré ceux-ci. Donc La Petite Boutique des Sortilèges, je vous en parlais juste avant. La Société très secrète des sorcières extraordinaires. J'ai hâte d'ailleurs au prochain de l'autrice qui arrive enfin en français au mois d'août, je crois, ou septembre? Non, août, je crois. Je sais plus, j'ai un doute, mais il me semble... j'ai un doute sur août. L'auberge des sorcières repenties, ou je sais plus quoi, enfin bref, il a l'air vraiment très chouette, et là aussi, c'est pour moi, ça rassemble les codes de la cozy fantasy, donc on n'a pas des enjeux qui sont vraiment très dangereux, on a des personnages qui ont leur petite vie un petit peu plan-plan, un petit peu pépère, ou en tout cas qui aspirent à ça, et il n'y a pas l'immense quête à chaque fois, mais on y mêle un petit peu de magie quand même, bien évidemment. Alors, ma chérie, tu voulais savoir de quoi parle Légende et Laté? Eh bien, Oui. on va rencontrer Vive, c'est l'orque là, elle. Tu vois, ça c'est une orque. Vive. Elle a fait que des quêtes fantastiques. Elle est partie chercher des machins, elle est partie avec un groupe de compagnons et de personnages, puis elle a mené des quêtes magiques.
Un peu comme dans Donjons et Dragons, tu vois. Alors la petite Rose, elle, c'est une succube. Donc c'est une petite démon qui l'aide après, parce que Viv, elle en a un peu marre d'aller sur le terrain, d'aller tuer des gens, d'être mercenaire, etc. Donc, elle récupère tout son petit pécule, tout l'argent qu'elle a réussi à avoir de ses quêtes, et elle va aller dans un petit patelin, donc un petit village, et elle va ouvrir un café. Sauf que, on est dans un monde magique. Et les créatures fantastiques ne connaissent pas le café. Ils savent pas ce que c'est. D'ailleurs, quand ils goûtent la première fois, ils aiment pas trop ça. Hein. Donc, sa copine, la succube, qui s'appelle, j'ai déjà oublié son nom, pour l'aider au café, parce que il faut construire le café, il faut servir les clients, puis à chaque fois, elle va rajouter un peu des nouvelles choses à son menu, tu vois. Et elle va engager un boulanger qui va lui faire des roulés à la cannelle, et des petits pains, et des trucs comme ça, et ça va être leur histoire, à elles deux, qui tiennent ce café. Voilà. C'est tout simple, c'est tout doux, c'est tout cosy, mais c'est vrai que j'avais un petit peu l'impression de lire une notice Ikea, vu qu'on était vraiment 100% sur la construction de ce café, sur l'aménagement du café, et finalement le reste de l'intrigue n'est pas assez important pour être vraiment très intéressant, selon moi. Mais je sais que beaucoup de gens l'ont aimé. Et on espère que cette vidéo vous a plu, et à la prochaine avec la chaîne de Margot. Donc merci beaucoup d'avoir regardé ce On My Shelf, j'espère qu'il vous a plu. Si peut-être pour le prochain épisode vous avez envie, vous, de participer et de me donner des chiffres de façon totalement aléatoire, vous pouvez laisser des chiffres entre 1 et 26, puis un deuxième chiffre entre 1 et 30, directement en commentaire de cette vidéo, comme ça je sais où aller les récupérer pour la prochaine que je ferai d'ici quelques mois. Et comme ça, vous serez impliqués, vous aussi, directement. Peut-être que d'ici là, la bibliothèque aura changé d'organisation, donc il y aura encore d'autres livres, bien sûr, qui ont été rajoutés, d'autres qui seront partis. Merci encore à Nextory d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle qu'en barre d'infos, vous avez le lien pour pouvoir tester l'application pendant 60 jours gratuitement. Je les remercie beaucoup de toujours me faire confiance. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.